J'ai lancé il y a une vingtaine d'années sur M6 le Morning Live. J'ai lancé sur TF1 le maillon faible qui veut gagner des millions. Je suis à un âge plutôt où j'ai envie de transmettre des choses que je vis, que j'apprends, l'expérience que j'ai accumulée. Donc voilà, je suis là pour tout ça. Il y a vraiment plein de choses que j'ai fait que je m'interdisais ou que je ne faisais pas avant. Donc il y a une forme de puissance retrouvée, de liberté qui n'est racontée nulle part. Moi, pour la première fois de ma vie, je crois, et je vous le dis là parce que je suis en train de le formuler, et pour la première fois, je vois ma valeur en fait. Et puis, moi, ce que je trouve assez fou, c'est de voir ce qu'on vaut tout seul en fait. Le truc que j'avais envie de dire, c'est possible, mais c'est pas facile. Bonjour Alexandra. Bonjour Mathilde. Je suis extrêmement heureuse de te recevoir. Je t'ai repérée depuis pas mal de temps en tant que, on dit, cofondatrice de Mesdames Médias. Oui, cofondatrice de Mesdames Médias, le média sur les femmes de plus de 45 ans. Trop bien. Pourquoi est-ce que tu as accepté de venir dans mon émission ? D'abord parce que tu m'as invitée. Ensuite parce que Noldy is trendy, forcément ça parle à mesdames. Et ensuite parce que j'aime bien l'idée de transmettre. Je suis à un âge plutôt où j'ai envie de transmettre les choses que je vis, que j'apprends, l'expérience que j'ai accumulée. Donc voilà, je suis là pour tout ça. Si tu devais te présenter en quelques mots, tu dirais quoi ? Qu'est-ce qui te viendrait en premier à l'esprit ? Écoutez, je suis une femme de 53 ans, je suis entrepreneuse depuis 5 ans, j'ai été pendant presque 30 ans dans les médias, dans le monde de l'audiovisuel, donc je suis une femme des médias, une enfant de la télé qui est devenue une femme des médias. J'ai commencé stagiaire sur des émissions, puis assistante de prod, puis coordinatrice de prod, puis productrice, puis j'ai travaillé en chaîne. J'ai lancé il y a une vingtaine d'années sur M6 le Morning Live. J'ai lancé sur TF1 le maillon faible qui veut gagner des millions. J'ai été directrice des divertissements de TF1 pendant 8 ans. J'ai été directrice du développement d'un grand groupe audiovisuel pendant 8 ans, qui lui-même a été racheté par TF1 quelques années plus tard. Donc voilà, j'ai 30 ans d'expérience dans le monde des médias, jusqu'au jour où, en 2019, j'ai été virée de ma dernière boîte. J'ai été virée 2 fois, enfin licenciée 2 fois, on dit. Et la deuxième fois que j'ai été licenciée... Oui, les 2 fois, oui, en fait. En fait, je fais pas partie de celles qui partent. Donc, je fais partie de celles qui n'ont pas le courage de partir. Qui attendent. Donc, je reste et qui attendent qu'on les fasse partir. Et l'intérêt de cette stratégie, je sais pas si je dois être partagée ou pas, c'est que si vous faites bien votre boulot, vous attendez que quelqu'un arrive et n'ait plus envie de travailler avec vous, et ce à quoi il a droit. Et vous pouvez négocier votre départ. En tout cas, ça se passe comme ça. Ça s'est passé comme ça 2 fois lors de mes 2 licenciements. Mais alors, pour faire ça, quand même, Alexandra, c'est un peu chamboulant psychologiquement, non ? Bien sûr, évidemment. Comment tu gères ça ? En fait, j'aime beaucoup parler des licenciements parce que c'est un sujet dont on parle absolument pas en France. Ou quand on en parle, c'est toujours avec de manière absolument, assez souvent négative. Alors, évidemment, moi, je suis partie... à chaque fois dans des conditions financières que j'ai négociées extrêmement cool pour moi, qui font que je voyais avec un peu plus de sérénité l'avenir, et que financièrement j'étais pas prise à la gorge comme ça peut être le cas quand on est licencié et qu'on n'a pas d'économie, qu'on doit payer son loyer, des enfants à charge, etc. Donc j'ai bien conscience de ça, mais en dehors de ça, j'ai considéré à ces 2 reprises, alors d'abord oui, c'est des épreuves quand même. Je vous dis pas, quand j'ai été virée de TF1 en 2009, je suis arrivée un matin en sachant que la situation était tendue avec mon patron, un patron qui venait d'arriver il y a 6 mois, avec qui je pensais pouvoir bien travailler. En fait, on n'y est pas arrivé, et puis moi, j'ai considéré que j'étais là depuis plus longtemps que lui, donc j'étais meilleure que lui pour appréhender, en l'occurrence, les divertissements de TF1. Et lui est arrivé et ne pensait pas comme moi, et peut-être qu'il avait raison. Enfin, moi,
En tout cas, je pensais que c'était moi qui avais raison à l'époque. Mais comme c'était le patron, du coup, c'est lui qui décidait. Et voilà, il était arrivé 6 mois plus tôt. Il n'a pas eu le choix de ses équipes. Moi, j'étais un peu retorse à ses décisions, à ses prises de position. Voilà, donc c'était lui ou moi. Et comme c'était mon patron, c'était moi en fait. Et le jour, il me l'a annoncé un matin. D'abord, c'était pas une surprise. Je me souviens, j'allais en taxi à TF1 ce matin-là et je me rappelle. Ouais, je sentais, dans le taxi, je me disais, tiens, il faisait super beau. Il y avait un ciel bleu. Je me disais, c'est un beau lundi pour se faire virer. Donc vraiment, je le sentais parce que ce rendez-vous, je ne savais pas pourquoi il était. J'avais demandé à son assistante, elle m'avait pas répondu. La veille, j'en avais parlé avec mon mari. Je faisais la visite, je lui disais, tiens, j'ai un rendez-vous avec X. Je le sens pas et tout. Et je lui dis, ça se trouve, il va me dire que je suis licenciée. Mon mari me dit, tu plaisantes avec tout ce que tu as fait pour cette boîte, c'est pas possible. Et parce que j'avais fait 8 ans. Ça, c'est l'excellente phrase. Ouais, absolument. On croit que plus on donne, on a ce sentiment. Ah oui, absolument. Et qui est légitimement. Plus on a donné, on va de toute manière ça nous faire ça. Exactement. Et en fait, je suis arrivée dans le bureau, je me suis assise et le mec arrive me dit, en accord avec Nonce Paulini, qui était le président de TF1, nous avons décidé de nous séparer de toi. Donc cette phrase, tu vois, je peux te la dire au millimètre. Et là, je lui dis pourquoi. Et là, il me dit mauvais résultat. Et il me balance 2-3 trucs. Il se trouve que ce week-end-là, j'avais lancé 2 émissions qui avaient cartonné. Donc je lui dis, ah ouais, alors vraiment, t'as pas choisi le bon timing parce que regarde les scores de ces émissions, etc. La vérité, c'est qu'on était à un moment de TF1 où toutes les audiences baissaient et elles ont encore plus baissé derrière. Il n'y avait pas de dossier en fait, ce qui fait que j'ai pu négocier mon départ. Et la chose dont je suis hyper fière, c'est que je suis sortie de cet entretien. Bon, d'abord, je vais pas vous mentir, je suis sortie de cet entretien qui a duré un quart d'heure, 20 minutes. Alors, juste, j'ai oublié de vous dire, je lui ai demandé, mais je dois partir quand ? Il me dit, avant le déjeuner, ce serait bien, et au pire, après le déjeuner, ce lundi-là. Donc, assez violent en effet. Donc, je sors du bureau. J'appelle mon mari toujours, je lui dis en fait j'avais raison, j'ai été licenciée et là il me dit c'est la meilleure nouvelle que tu peux m'annoncer ainsi qu'aux enfants parce qu'il voyait que c'était un job, ça devenait trop tendu, trop pesant, ça devenait dur en fait. Et puis j'ai appelé 2-3 personnes qui m'ont conseillé sur l'avocat à prendre. Et puis ensuite j'ai appelé mon équipe, je les ai convoqués dans cette salle de réunion où je m'étais enfermée et là je leur ai annoncé. Et là ils avaient la larme aux yeux, etc. Donc bon, c'était le moment, je dirais, le plus dur de l'annonce. Et ensuite, je suis remontée à mon bureau. J'ai regardé ce que j'avais à prendre, pas grand-chose en réalité. Et puis j'ai appelé l'assistante de Nonce Paulini, qui était le président de TF1 à l'époque. Et je lui ai dit, j'ai appelé cette assistante, je lui ai dit, voilà, je viens d'apprendre que je suis licenciée. Nonce est au courant puisqu'on m'a dit que c'était en accord avec lui. Donc avant de partir, je veux voir Nonce. Et la fille me dit, mais oui, bien sûr, je te comprends et tout. On se connaissait, etc. Ouais, tu la connaissais pas de problème, je prends le rendez-vous dans la journée, etc. J'attends 11h, midi, parce que c'était à 10h, 11h, midi, 13h, pas de nouvelles. Donc à 13h, je rappelle cette femme en lui disant, bon alors, le rendez-vous avec Nonce. Elle me dit, oui, je te tiens au courant. Donc en fait, je reste l'après-midi, je la rappelle à 15h, je lui dis, je te préviens, je pars pas tant que j'ai pas vu Nonce. Et si jamais je dois partir, ce sera dans les bras de la sécurité. Tu penses qu'elle avait reçu un contre-ordre ? En fait, non, je pense qu'elle essayait d'avoir ce rendez-vous, mais que non, c'était le président de TF1 et il avait 2-3 d'autres choses à faire que de recevoir une fille qui venait de licencier. Et je pense qu'évidemment, il était prévenu, évidemment, il avait donné son imprimatur. Je pense qu'il n'avait pas spécialement envie de me voir. Et je pense qu'il ne savait pas pourquoi je voulais absolument le voir comme ça. Et puis, il avait juste autre chose à faire. Donc, quand je lui ai dit, écoute, c'est très simple, soit tu me trouves un moment pour que je vois, soit je pars dans les mains de la sécurité, en fait. Je ne partirai pas. Et elle me rappelle à 16h et elle me dit, bon, jeudi à 10h. Non, aujourd'hui. Donc, elle me rappelle 10 minutes plus tard, bon, à 19h30 ce soir. Donc, à 19h30, je monte dans le bureau de Nonce Paulini et je m'installe dans son bureau. Il se trouve que Nonce Paulini, 8 ans plus tard, il était DRH et il m'avait embauché à TF1. Donc, en fait, c'était pour moi important de le voir parce que tu bouclais la boucle. Ouais, alors, je voulais boucler la boucle. 2, je voulais lui dire des choses qui étaient pas cool autour de ce patron, etc. Et je voulais que mon licenciement serve aux gens qui restaient, en fait. Et donc, j'avais des choses à dire. Donc, c'était pas tant pour me sauver moi, parce que moi, j'avais accepté cette sentence d'être licenciée. Donc, et puis, je le savais que j'étais au bout de ma route avec TF1. J'étais au bout de mes 8e Energy Music Awards, mes 8e Miss France. Enfin, bon, voilà, c'est bon. J'avais envie de... Effectivement, j'aurais dû partir, mais j'avais pas eu le courage de partir. Donc, j'ai été licenciée. Fine. Donc, c'était absolument pas pour moi, mais j'avais 2-3 trucs à dire. Et je me souviens que Nonce, qui est décédé depuis et que j'aimais beaucoup, donc on a discuté, etc. Et puis, il m'a dit, tu sais, Alexandra, moi, j'ai été licenciée de TF1 il y a quelques années. Et
et je suis là aujourd'hui. Donc, voilà, la route est longue. Et puis, il me dit... mais Et rien n'est permanent. Rien n'est permanent, ouais. Et puis, il me dit, mais j'ai cru comprendre que tu étais à bout de ton exercice, etc. Il me dit, on m'a dit que tu allais pleurer dans le bureau de machin. Et je me souviens qu'en effet, 2 mois plus tôt, avec un des grands patrons de TF1 avec qui je discutais, à un moment donné, il me dit, ça va. Et il me caresse l'épaule, sans sous-entendu du tout. Hein. Et à ce moment-là, je relâche et j'ai les larmes qui coulent, mais vite, je les reprends et je ne dis rien. Et je fais comme si ne s'était rien passé, etc. Mais lui, il a saisi ça. Et il a cru que j'étais à bout et que c'était un burn-out, je sais pas quoi. En réalité, j'avais eu des gros problèmes personnels qui justifiaient ce moment de craquage. Mais Ce qui peut tout à fait arriver. Ce qui peut arriver, mais dont je ne lui ai pas parlé, évidemment, parce que c'était pas lieu, je pensais pas qu'il fallait que je le fasse, etc. C'était il y a 15 ans, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais agi totalement différent. Mais j'ai compris qu'en fait, il fallait pas laisser passer ces émotions, en fait, dans l'entreprise à ce moment-là. Tu penses qu'à ce moment-là, c'est quelques larmes avec ce patron? Ouais, je pense que c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et donc ça, puisqu'il m'en a parlé. Donc s'il m'en a parlé, c'est pas anodin. Bon, donc voilà. Et puis le rendez-vous s'est terminé et j'ai vraiment eu le sentiment. Et je vous jure que c'est vrai. S'il avait eu une baguette magique, non, Svolini, qu'il avait pu repartir en arrière et empêcher cette décision, je suis sûre qu'il l'aurait. C'est vrai. Mais c'était trop tard. Donc moi, je me souviens avoir descendu les escaliers avec un grand sourire, avoir pris mon taxi de TF1, le dernier taxi payé par la boîte pour rentrer chez moi, me retourner, mais vraiment comme dans un film avec un sourire en regardant la grande tour, en me disant, bon voilà, c'est la fin de mon histoire. Et je suis partie. Et c'était quand même vachement bien tout ce que tu avais fait. Ah mais bien sûr, et puis ça s'est soldé en 15 jours parce qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse. Donc voilà, c'est juste qu'à un moment donné, dans une histoire entre un patron et un collaborateur, ben, ça peut s'arrêter et c'est OK. Et ça arrive souvent. Et comment... donc OK, quand tu dis régler en 15 jours, j'allais dire c'est financièrement l'action. Ouais. Dans ta tête, l'après, comment est-ce que tu l'as construit? Eh ben, il y a 2 choses dont je me souviens, et c'est arrivé les 2 fois. Il y a à la fois la prise de conscience d'une grande joie d'avoir son emploi du temps totalement vide. Moi, je me souviens, donc c'était en mars, à l'époque, mars 2009. Et c'est le moment où il commence à faire beau. Et je me souviens que je dépose mes enfants à l'école et je me mets sur une terrasse de café et je lis le journal, ce qui ne m'était jamais arrivé. Je me souviens aller au cinéma quand il n'y a personne au cinéma. Moi, j'allais au cinéma quand il y a plein de monde au cinéma. Je me souviens faire les magasins à des moments où il n'y a personne dans les magasins. Moi, cette vie-là, de la vie sans... où il n'y a personne dans la semaine, je ne la connaissais pas. Moi, je faisais comme tout le monde, mes magasins, mes cinémas. Quand c'était bondé. Quand c'était blindé, en fait. Et je me souviens avoir beaucoup savouré ça, ce temps retrouvé et ce temps un peu en décalage de tous les autres que je n'avais jamais vécu. Et donc, il y avait ce côté-là qui était extrêmement positif. Et après, moi, j'ai toujours mis à profit, les 2 fois où j'ai été licenciée, je me pose, je réfléchis, je liste tout ce que j'ai fait jusque-là et tout ce que j'ai envie de faire ensuite. Et les 2 fois où c'est arrivé, ça a été des repositionnements très importants dans ma carrière. C'est-à-dire que ça m'a fait monter une marche. C'est-à-dire que là où on pourrait penser que le licenciement vous fait tomber, en tout cas, moi, j'ai décidé que ce serait un moyen de me faire monter la marche suivante. Et ça s'est passé comme ça dans les 2 jobs que j'ai... Super intéressant. Ouais. Et tu t'es, au-delà, je sens, de ta force de caractère, je sais pas comment est-ce que je peux appeler ça, je sens que tu as parlé de ton mari plusieurs fois, il y a un socle fort de confiance, d'amour, qui sont essentiels aussi pour avancer. Oui, il y a un socle fort familial, de toute façon, qui, je pense, est essentiel, dans notre métier, les médias, qui est quand même un métier avec beaucoup d'apparence, même s'il y a énormément de gens sincères, etc. Mais c'est show-off tout le temps, quand même. Donc, je pense que cet ancrage-là, il est essentiel pour pas se perdre et pour savoir qui on est. Et puis, moi, j'ai toujours su que j'étais une fonction avant d'être qui je suis, notamment à TF1. Et puis, c'était le grand TF1. Aujourd'hui, c'est la même chose si vous êtes Netflix, Amazon. À l'époque, TF1, c'était l'équivalent de Netflix. Donc, mais il faut jamais oublier que vous êtes TF1 avant d'être Alexandra Kruck. Et ça, je l'ai jamais oublié parce que sinon, si vous pensez que vous êtes la plus puissante, parce que tout le monde vous appelle, tout le monde veut travailler avec vous, vous vous trompez. Et le jour où ça s'arrête, évidemment, vous le vivez mal. Mais ça, je me le suis toujours bien répété. Alexandra, attention, les flagorneries, les gens qui t'invitent, machin, c'est pas pour tes beaux yeux, c'est pour qui tu es et le pouvoir de ton portefeuille et de la possibilité de les faire bosser, travailler, gagner de l'argent. Et puis tu peux être une star un jour
Ah, bien sûr. Et puis le lendemain, plus rien du tout. Absolument. Il faut se le répéter. Non, mais voilà. Et moi, j'ai fait un petit jeu les 2 fois où j'étais licenciée, où j'ai fait, j'adore ça, j'ai ouvert un petit cahier à chaque fois. Et je mettais à gauche la liste des gens qui m'appelaient, donc tous les jours. Et puis à droite, la liste des gens que je connaissais, mais qui ne m'appelaient pas. Donc mon kiff, c'était de faire passer, de barrer les noms à droite pour les mettre dans la colonne de gauche. Bon, la vérité, c'est que la colonne de gauche, qui était la colonne de celle qui m'appelait, elle était bien moins remplie que celle de tous les gens que je connaissais, qui soi-disant étaient très proches, qui m'adoraient, qui me trouvaient génial. Voilà, et qui du moment où j'ai perdu mon job, m'ont pu appeler, que ce soit des producteurs, des animateurs, des gens, enfin voilà, des journalistes, voilà. Donc voilà, ça met bien les choses en place. Donc oui, moi j'ai jamais été, je crois que je suis très ancrée en fait. Ça se sent. Ouais. Et la deuxième fois, alors raconte la deuxième fois, mais oui, c'est que ça t'a amené. Donc voilà, la deuxième. Que tu fais aujourd'hui. La deuxième fois, je suis donc dans un groupe qui s'appelle Newen et qui est pas complètement loin de TF1, puisque moi j'arrive dans le groupe Newen donc après TF1, où là je fais TF1, donc j'étais diffuseur, je gérais de l'appel entrant, des producteurs me proposaient des émissions et moi je décidais quelles émissions on allait acheter et mettre à l'antenne. Alors pas moi toute seule, je devais convaincre mon directeur d'unité, le directeur des programmes, la direction de la programmation. Donc ensuite, j'étais le porte-voix de tous mes producteurs, voilà, pour vendre mes projets. Il fallait d'abord que toi t'y crois. Il fallait que j'y croie, absolument. Et ensuite, quand j'ai quitté Newen, TF1, pardon. Un grand patron qui était inconnu à l'époque, Fabrice Larue, m'a appelé pour le rejoindre, pour monter un groupe qui allait s'appeler le groupe Newen, qui est devenu un très gros groupe visuel, qui au bout de 5 ans, 6 ans, a été racheté par TF1. Ah. Voilà. Donc, et là, je l'ai raconté sur LinkedIn, où je raconte un peu ma vie professionnelle, mais sa petite boucle hyper chouette. On est racheté par TF1. Moi, je fais partie du conseil d'administration de Newen, et du comité de direction. Et donc, on est invité au pot de closing du rachat de Newen par TF1. Qui fait le discours, évidemment, le fameux Nonce Paolini que j'avais vu. Que ça fait tellement écho à cette dernière phrase. Ah oui, évidemment. C'est extraordinaire. Et il dit cette phrase qui me met en joie. Donc là, il te voit, il te reconnaît. Il me voit, oui, et puis il vient me voir, etc. Puis il fait un discours. Et puis dans ce discours, il dit à un moment donné, il faut que je vous dise pourquoi j'ai racheté Newen. Et là, il dit, j'ai acheté Newen pour récupérer Alexandra Kruk. Mais non. Mais c'était de l'humour, bien sûr, okay. Attention. Mais il dit cette phrase devant tout le monde. On est 400 personnes, dont le président de Newen, enfin voilà. Mais énorme. Et voilà, et là, moi, j'ai un grand sourire et je me dis, et je lui renvoie évidemment ce grand sourire qui était une blague. Et en même temps, je pense qu'il y avait un petit fond chez lui qui disait, tu vois, Alexandra, te rappelles la phrase que je t'ai dit, un jour, on va se retrouver, voilà. Bon, et donc, il me dit cette phrase et moi, je suis flattée, je suis heureuse. C'est un grand patron que j'aimais beaucoup. Voilà. Et donc voilà, donc je suis chez Newen, on est racheté par TF1, n'empêche que moi, le rachat par TF1, ça représente tout, sauf une bonne nouvelle, parce que moi j'ai vécu 8 ans à TF1, j'ai un peu le sentiment de repartir en arrière en fait. Donc je me dis que mon avenir, il va plus être là. En plus, je sais que le président de Newen, Fabrice Larue, qui m'avait engagé, qui est un self-made man, auto-entrepreneur, qui est venu de nulle part, qui n'a pas fait d'études, avec qui j'avais beaucoup d'affinités personnelles. Je savais qu'à un moment donné, quand il se vendait à TF1, c'était pas pour y rester. Donc je savais que je perdais le mentor, le mec pour qui j'étais venue travailler chez Newen, etc. Et voilà. Donc je savais que du coup mes années chez Newen allaient être comptées. Il part, il embauche quelqu'un avec qui à nouveau, ça ne se passe pas bien pour moi. Et donc, elle me dit à nouveau, un jour, elle me convoque, c'est moins violent que Newen, que TF1, pardon, et elle me dit, bon, on va s'arrêter là. Et je dis, oui, on est d'accord. Donc là, à nouveau, je négocie mon départ et ça se passe extrêmement bien parce qu'elle a envie que ça se passe bien et qu'elle n'a pas grand-chose à me reprocher à part que ça ne le fait pas entre nous deux. Et c'est vrai, il n'y a rien à dire. Et là, on est en 2018, fin 2018, je signe mon préavis, je dois partir fin janvier 2019 et je me dis qu'est-ce que je veux faire. Et là, moi, je suis une spécialiste des variétés, jeux, divertissements, donc à la télévision, etc. Et je veux faire du documentaire et surtout de la fiction. Et quand vous êtes à la télévision, quand vous travaillez dans le secteur de l'audiovisuel, mais en général partout, on vous met dans une case, là où vous êtes bonne, et puis vous restez dans votre case tout le temps, et les gens veulent pas vous payer pour dans sa case. Voilà. Et donc moi, j'étais bonne dans ma case, donc j'avais des propositions pour faire tout ce que je savais faire avant, que je ne voulais plus faire, mais pas de propositions évidemment pour faire ce que je voulais faire demain, c'est-à-dire de la fiction et du documentaire.
Et personne ne me le proposait. Et moi, je ne me voyais pas redémarrer ce que j'avais fait chez Newen, c'est-à-dire redévelopper des formats, de variétés, jeux, divertissement, remonter une équipe de développement. Je l'avais fait, j'avais plus envie de le refaire. J'approchais la cinquantaine. J'avais des enfants qui devenaient grands et j'avais envie d'aller vers des contenus. J'ai diverti la France. Enfin, je fais partie de toutes celles qui a diverti la France pendant des années et j'en suis ultra fière. Parce que divertir les Français qui n'ont pas les moyens d'aller au cinéma, qui n'ont pas les moyens d'aller au théâtre, qui n'ont que la télévision parce que c'est gratuit pour passer du bon temps le soir, etc. J'ai ultra conscience de ça et donc j'ai toujours dit je ne suis pas assistante sociale mais je dirige les divertissements de TF1. J'ai toujours été ultra fière de faire ce métier-là. Et ensuite quand je l'ai fait en tant que productrice, enfin directrice du développement chez Newen. Mais à ce moment-là, j'ai eu envie de mettre un peu plus de sens et encore plus d'utilité dans mes contenus et aller vers la fiction et se servir de la fiction comme un véhicule pour faire passer des messages de tolérance, d'inclusion, des endroits où on questionne le monde, pas où on donne des réponses, etc. C'est quelque chose qui m'attirait, qui m'intéressait, et puis continuer à apprendre. Moi, j'avais besoin de continuer à apprendre. C'est vraiment un de mes moteurs. Quand j'apprends plus, je fais toujours la même chose, je m'ennuie en fait. Tu t'ennuies. Et un matin de janvier 2019, je me réveille et je me dis, mais en fait, il faut que je monte ma boîte. Tu avais déjà pensé, tu t'es dit jamais de ma vie. Jamais de ma vie. J'ai toujours été salariée de grand groupe, j'ai toujours bien gagné ma vie. Ne pas monter ma boîte était absolument pas quelque chose auquel j'avais pensé. Et c'est même quelque chose qui me faisait ultra peur. Pourquoi ? Parce que monter ma boîte, c'était tout sauf avoir un salaire garanti à la fin de chaque mois. C'était une prise de risque considérable, c'était de l'argent à mettre, parce qu'être entrepreneur, c'est d'abord parier ton argent pour ensuite envisager éventuellement que tu le récupères et voir que tu gagnes de l'argent. Et c'était tout sauf rassurant pour moi, en fait. Et du jour où j'ai eu cette idée, j'ai commencé à trembler à chaque fois que je l'évoquais. Mais vraiment, mon corps me disait non, n'y va pas, non, n'y va pas. Mais ma tête, elle avait envie d'y aller. Et de ce jour-là, je me souviens, j'avais un cours de sport ce matin-là. Et je parle à mon coach sportif de cette idée. Et il se trouve que lui avait monté sa petite boîte de sport. Et il m'a dit, mais c'est une super idée, vas-y, etc. Je suis à Pôle emploi, donc j'ai un rendez-vous à Pôle emploi. Je dis, je vais peut-être monter ma boîte de prod. Il me dit, mais c'est super, qu'est-ce que vous faites vendredi ? Et je lui dis, bah, vendredi, je vais au sport. Il me dit, non, vous annulez, vous allez là. Et je vais à une réunion Pôle emploi. Monter sa boîte. Donc, et ça fait une semaine que j'ai l'idée. Donc, je vais à une réunion conseillée par mon conseiller qui me dit, elle est là. Et là, je me retrouve avec 20 jeunes et chacun se présente et dit quel est son projet de boîte, etc. Je pense que je suis la plus âgée et j'explique que j'ai 53 ans, que j'ai 48 ans, X expérience, etc. Et là, tout le monde présente son projet. Et là, je dis, je vais peut-être monter ma boîte de prod, mais j'ai peur. Et là, ils me regardent tous. Et puis, il y en a un qui me dit, mais madame, si vous avez peur, alors nous, c'est pas la peine qu'on y aille. Mais nous, on est terrorisés. Non, mais voilà, vous, avec votre expérience, votre réseau, machin. Et ensuite, à démarrer un petit process comme ça, où à chaque fois que je parlais à des gens... Et donc, ça a planté la graine de c'est possible. Oui. En tout cas, dans les yeux des autres, c'est hyper cohérent, de la valeur. Et dans les yeux de plein de gens très différents que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, où, voilà, évidemment, mon mari m'a tout de suite dit, mais oui, bien sûr, mes enfants m'ont dit, mais bien sûr, mes parents m'ont dit, mais bien sûr, tout le monde autour de moi, et la seule qui était flippée et qui ne croyait pas, c'était moi, quoi. Et donc, j'ai enclenché un mouvement comme ça de réflexion où en fait, fin janvier, je sors de Newen définitivement, et ensuite, j'ai une période de carence avec le chômage. Et en juin, le chômage démarre pour 2 ans. Et la chance que vous avez en France, c'est que si vous démarrez votre entreprise au moment où vous avez votre chômage, c'est super parce que vous montez votre entreprise, vous touchez le chômage, donc vous êtes payé. Et ça, c'est extraordinaire, en fait. Et donc, moi, France Travail, premier business angel de France, il faut se le dire. Ah ouais, extraordinaire. C'est énorme. Extraordinaire. Moi, je les remercierai jamais assez. Et à chaque fois que je peux le faire, je les remercie parce que vraiment, grâce à eux, j'ai lancé ma boîte. Enfin, et en tout cas, ils m'ont donné la sécurité financière pour la lancer. C'est absolument dingue. Et donc, je m'étais dit en juin, il faut que je sois... En fait, je me donne jusqu'en juin pour décider si je monte ma boîte ou pas. Et donc, pendant tout ce chemin, de janvier à juin, je rencontre des gens, etc. Je me renseigne, je lis des bouquins, j'essaye de me rassurer. Et de moins en moins, je tremble, en fait, au fur et à mesure de ce chemin, jusqu'au mois de mars-avril où Maïtena Birabin, animatrice que je connaissais depuis très longtemps. On avait travaillé ensemble sur une émission, la première émission qu'elle avait fait en France. Vous connaissiez bien, mais pas plus que... Enfin, bien, on se voyait 2 fois par an et on s'appréciait beaucoup. Okay. Ce genre de gens où, une fois que vous avez fait le tour dans le réseau, une fois que vous avez fait le tour du pro, vous avez aussi des choses à raconter sur le perso. Et ça vous intéresse. Ça match vraiment. Et ça match vraiment. Donc voilà, depuis 20 ans, on se connaissait, on se parlait 2 fois par an. Enfin, on dînait, on déjeunait 2 fois par an. Et elle savait que j'avais quitté Newen. Et elle m'appelle, elle me dit, alors, tu kiffes, tu profites de la vie et tout. J'ai dit, ouais, mais je vais peut-être monter une boîte, mais j'ai peur.
Et je raccroche et puis elle me dit viens, elle m'envoie un texto, elle me dit viens, on se voit. Et on se voit une semaine plus tard en bas de RMC où elle avait une émission quotidienne à la radio à cette époque. Et elle me dit tu veux vivre le rendez-vous qui va changer ta vie? Je dis oui. Elle me dit ta boîte là, on va la monter ensemble. Et là, je me souviens, ah ouais, énorme. Et je me dis, moi qui j'avais fait 3 fois mon carnet d'adresse en me disant, c'est vrai que ce serait mieux si j'étais avec quelqu'un. T'avais envie de t'associer avec quelqu'un? J'avais envie, mais j'avais personne parce que comme depuis janvier, c'était une idée toute récente. Vous montez pas une affaire comme ça au bout de 2 mois avec n'importe qui. Non, bien sûr. Soit vous l'avez imaginé, construit avec quelqu'un depuis 1 an et demi, et puis les calendriers convergent, et puis vous dites à tel moment on est prête, machin. Et même, il y avait bien 1 ou 2 personnes avec qui je voyais des affinités, mais c'était des personnes en CDI. Et le temps qu'elles mûrissent l'idée, qu'elles posent leur préavis, qu'elles soient prêtes. Enfin, on n'était pas dans le même timing. Et moi, il fallait que je démarre en juin, en fait. Donc, je n'avais personne. Et elle me dit, on va la monter ensemble. Et elle était à la radio, elle avait décidé qu'elle arrêtait à la fin de l'année, au mois de juin. Donc ça concordait absolument bien. Et je me rappelle, j'avais les larmes aux yeux tellement j'étais touchée qu'elle me dit ça. Et je lui dis, ok, je suis déjà pas sûre de la monter moi-même. Alors avec toi, j'en sais rien. Donc je ne sais pas. Je ne te dis pas oui aujourd'hui, même si je te remercie vraiment. Je lui dis, toutes les semaines, on va se voir. Je vais te préparer des ordres du jour. Et voilà, cette boîte, qu'est-ce qu'on va y faire? On va y produire quoi? Quel type de programme? Avec quel talent associé? Comment on se dispatche les tâches? Jusqu'au moment où on se dit quel nom est la boîte? Quel capital on met? À quel montant l'association? 50-50, pas 50-50, combien machin? Et combien on met dans la boîte? Et voilà. Et au mois de mai de cette année-là, 2020, je lui dis go. Dès 2019, je lui dis go, on y va. Et voilà. Et là, on signe le pacte d'actionnaires et on se lance. Et vous vous lancez. Et on lance Mesdames Productions. Et donc ça, c'était il y a 5 ans. Donc au début, Mesdames Productions. Ouais. Et ensuite, Mesdames Médias. Ouais. Parce que je veux dire, vous êtes connus probablement du grand public, de la majorité de l'audience ici par Mesdames Médias. Tu vas nous raconter ce que vous faites si les gens ne connaissent pas déjà. Ouais. Mais vous avez commencé avec la production. Oui, au départ, on commence par Mesdames Productions. Donc c'est une société de production audiovisuelle pour produire essentiellement de la fiction et du documentaire et d'autres choses. Et l'autre chose où on voulait aller, c'est sur le digital. Nous, on était les filles de la télé, donc de l'ancien monde de la télé, et on avait très envie d'aller dans le nouveau monde du digital. Je vous parle de ça il y a 5 ans. Évidemment, il y avait l'émergence des réseaux sociaux, les plateformes allaient arriver, et on sentait bien que c'était là que ça se passait. Et nous, on était vraiment un peu... La télé en général, c'était un peu vraiment le vieux monde. Et nous, on avait très envie d'aller vers le digital, d'aller là où les jeunes étaient. Et le premier programme qu'on a produit, c'est un programme pour une plateforme qui appartient à France Télévisions qui s'appelle Lumni, et ça s'appelle Sexo Tuto. C'était des tutos pour ados sur la sexualité. Et ensuite, on en a produit sur les réseaux sociaux, sur la bonne utilisation des réseaux sociaux, et ensuite, on vient de terminer et on livre là une nouvelle série sur la santé mentale des jeunes pour les 11-15 ans. Donc, on a commencé pour une plateforme digitale en parlant aux ados. Ouais, pour les 11-15 ans. Et donc, on a commencé par des programmes pour le digital, pour les jeunes. Et ensuite, on a produit 2 séries pour la plateforme OCS. On a produit un unitaire qui n'est pas encore diffusé pour France Télévisions, France 3, qui est un meurtra qui arrive probablement en fin d'année. Et puis, on produit depuis 5 ans les campagnes pour les réseaux sociaux de l'association Ruban Rose, prévention du cancer du sein. Et puis, on a fait plein de petites choses à droite à gauche, mais voilà le cœur du réacteur, avec des clients fidèles qui nous ont renouvelé leur confiance, etc. Est-ce que vous avez eu des moments difficiles, financièrement parlant, dans les premiers temps? Non, c'est pas dans les premiers temps. En fait, l'année la plus difficile, elle a été l'année où on s'est hyper développé, c'est-à-dire l'année dernière. Financièrement parlant, on a démarré, nous on avait mis un apport important chacune qui nous a permis de trouver des bureaux, de s'offrir une assistante entre guillemets, qui a été très importante dans le développement des premières années, etc. On était payé par le chômage, c'était pas un sujet, donc ça a duré 2 ans. Ensuite, on s'est très vite payé, pas bien payé, c'est-à-dire que moi j'ai divisé mon salaire par 3, quant à Maïtena, elle a dû le diviser par 40, elle le dit librement, donc voilà. Donc on peut pas dire qu'on est bien payé, mais c'est des arbitrages, soit l'argent on se le remboursait, enfin soit on se verser des dividendes, soit on se remboursait ce qu'on avait mis dans la boîte, soit on décidait de le laisser, 1 pour avoir de la trésor, 2 pour la développer, ce qu'on a préféré faire. Et il se trouve que l'année où on a vendu le plus de choses, où on a produit le plus de choses, qui était l'année dernière en 2024, c'est l'année aussi où on a lancé Mesdames Médias. Donc en fait, c'était la 4e année de Mesdames. Pourquoi on a lancé Mesdames Médias? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, là pour le coup en tant qu'entrepreneuse, c'est que ça allait être très compliqué de ne faire tourner la boîte que sur la fiction. Parce que même si c'est pour ça qu'on avait lancé la boîte, etc., la fiction, c'est très très long. Entre le moment où vous développez, vous vendez et vous livrez votre projet, il se passe entre 3 ans minimum et plutôt 4 ans
voire jusqu'à 5 ans. Donc, c'est très, très long. Okay. Il se trouve que nous, on a monté la boîte autour de 50 ans et qu'on n'a pas 25 ans devant nous. On a une petite quinzaine d'années. Okay. Et quand on a fait le bilan au bout de 4 ans de là où on en était, c'est-à-dire 2 séries plus un unitaire, tout le monde autour de nous disait génial, c'est super. Mais nous, on voyait bien que 1, ça ne nous permettait pas de bien en vivre. 2, ça n'allait pas nous faire un super catalogue qui allait pouvoir éventuellement nous permettre de vendre la boîte dans 10 ans de façon intéressante ou de manière en tout cas à compenser les sacrifices qu'on fait sur nos salaires aujourd'hui. Et du coup, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et on avait cette idée au départ, c'était une idée de talk-show qui s'appelait Mesdames d'aujourd'hui et qui devait mettre en avant des femmes de 50 ans et plus. Donc, on a été voir TF1, France Télévisions, M6 avec ce projet. Et globalement, tout le monde nous a dit non. Enfin, d'abord, c'est pas. Enfin, c'est sympa votre truc, mais c'est sympa, voilà. Et je crois que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je crois que j'ai pas bien vécu du tout le fait qu'on nous dise non, en fait. Ça m'a renvoyé un truc pas sympa sur qui on était, en fait, nous, en tant que femmes. Une forme de rejet. Ouais, une forme de rejet, voilà. Et puis, c'était que des hommes qui décidaient. Et je me souviens, à ce moment-là, je faisais le parallèle, je me souviens que TF1, à ce moment-là, signait une exclusivité avec Iris une ex-Miss France, en fait, qui était devenue Miss Monde. Je sais pas bien prononcer son nom. Je sais plus comment on prononce. Et il se signait une exclusivité avec elle. Et ça montrait bien qu'on était dans une société où jeunisme. De jeunisme, mais à laquelle j'ai participé. Donc, je jette la pierre à personne. Hein. J'ai été à TF1. Hein. Donc, je voyais bien que quand on était jeune et jolie, c'était plus facile que quand on était plus âgé. Alors, peut-être, avec de l'expérience, etc., mais que ça suffisait pas, etc. Et donc, tout ça, en fait, en tout cas pour moi, m'a renvoyé quelque chose de pas cool, en fait, que j'ai mûri, engrangé, etc. Et Maïtena, au même moment, elle avait... moi, j'avais à ce moment-là 50, elle 53 ans, etc. Elle traversait la ménopause, elle me racontait par le menu, elle me préparait ce à quoi j'allais être affrontée, etc. Ça a cheminé. Et puis, on s'est demandé est-ce qu'on en fait une émission de radio. Puis, on s'est dit qu'il n'y avait pas de business model avec l'émission de radio. Et on s'est dit, est-ce qu'on n'en ferait pas un média? Mais en ayant vu 50 personnes qui nous ont dit, pour certains, ça ne marchera jamais, et pour certains, foncez. Et il y en a qui vous ont dit foncer. Il y en a quelques-uns qui nous ont dit foncer, et notamment des gens chez Publicis qu'on a rencontrés, qui nous ont dit c'est une super idée parce que personne s'adresse à ces femmes, en fait, les plus de 45, en sachant que les plus de 45 ans, c'est une femme sur 2 en France, c'est 9 millions de femmes actives en France, qu'elles sont au top de leur pouvoir d'achat, qu'elles ont du temps retrouvé pour elles parce que les enfants sont grands, et qu'elles ont un truc qui est dingue et qu'on vivait et qu'on vit toujours aujourd'hui, c'est que l'horloge, elle tourne plus dans le même sens, c'est-à-dire que autour de 50 ans et plus, vous avez conscience que le temps qui vous reste, où vous serez en pleine santé, où vous serez active, où vous aurez encore beaucoup de dynamique, d'intensité, etc. C'est maintenant entre 45 et 65 ans. Et qu'après, les problèmes de santé arriveront autour de 70, 75, etc. Voilà. Et donc, on s'est dit que ce moment-là, on le ressent, et c'est ce moment où on fait plein de choses que jusque-là, on repoussait ou que jusque-là, on s'interdisait. Voilà. Et ça, on le ressentait très fort. La preuve, moi, j'ai monté ma boîte. Une forme de libération. Ouais, une forme de libération, une forme de... Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, en fait. Donc, allons-y. Vraiment. Ouais, allons-y vraiment. Et voilà, nous, on a monté cette boîte moi, j'avais 48 et Maïtena 52. Enfin, c'est pas un hasard, en fait. Donc, il y a plein de choses qu'on a fait. Moi, je me suis mis à courir à 48 ans. J'ai refait mes dents à 50 ans. Enfin, il y a vraiment plein de choses que j'ai fait que je m'interdisais ou que je ne faisais pas avant. Donc, il y a une forme de puissance retrouvée, de liberté, qui n'est racontée nulle part. Et ça, c'est ce que Maïtena a super bien théorisé. Qui n'était raconté nulle part. On ne racontait cet âge que par le moins que tout ce qu'on perdait, en fait. Maïtena a une formule très chouette. Elle dit là où les hommes, à partir de 45 ans, gagnent en puissance, en expérience, ils deviennent... c'est plus beau, machin, etc. Nous, on est la somme de tout ce qu'on perd, alors qu'eux, ils sont la somme de tout ce qu'on gagne. Et alors, on s'est dit qu'on n'allait pas se plaindre de ça, qu'on n'allait pas devenir des aigris de ça, et que nous, on allait raconter qui on était. Et on était certaine qu'on n'était pas les seuls en France à être comme on se vivait, en fait. Là. Évidemment. Et on s'est dit qu'on allait rassembler toutes celles qui étaient comme nous,
qui avaient pas envie de se plaindre et qui avaient juste envie de raconter qui elles étaient et de donner à la société un nouveau récit sur les femmes de 50 ans, d'inspirer toutes les autres et puis aussi les plus jeunes qui n'ont aucun modèle et qui pensent que vieillir, c'est ça, c'est disparaître. Ben non, mesdames, vous ne disparaissez pas. Vous ne disparaîtrez pas. Regardez qui on est. C'est ce que je te disais. Moi, j'ai 38 ans aujourd'hui et j'adore regarder quand ça passe sur mon fil Insta ou autre parce que toutes ces femmes, je les trouve... mais elles sont rayonnantes, elles sont explosives. Mais j'ai envie d'être comme elles. Je trouve ça génial et rassurant. Ouais. Franchement, mais merci d'avoir créé ça. Ouais, franchement, et vous êtes suivis comme, c'est quand même un succès de dingue. Oui, on a lancé le média il y a 1 an et aujourd'hui, on a une communauté sur l'ensemble de nos réseaux qui est autour de 750 000 personnes qui nous suivent. En toute simplicité. En toute simplicité. Sur Instagram, on est à 402 000 ce matin. Sur Facebook, on est à 232 000. Sur TikTok, on est à 82 000. On a lancé une chaîne YouTube il y a 2 mois, on est à 25 000. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que on a une communauté engagée qui fait corps avec ce qu'on dit. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit un peu de mal, elles nous défendent en fait. Dès que quelqu'un prend la parole pour descendre une des femmes qui s'exprime, dire qu'elle est mal coiffée, qu'elle est trop vieille, tout taper, toutes les autres qui... C'est vrai, ça c'est arrive, énorme. Ça arrive, c'est extraordinaire. Et surtout, ce qui est extrêmement chouette pour nous, c'est tous les messages qu'on reçoit de femmes qui nous disent merci d'être là, on se sent enfin représentées, de femmes qui tout doucement relèvent la tête, de femmes à qui on montre un chemin, qui sont peut-être pas prêtes à le prendre aujourd'hui, mais qui se disent que peut-être c'est possible demain, et puis d'autres qui peut-être arriveront pas à prendre le chemin, mais qui savent quand même que ça existe. Voilà, et ça, c'est absolument dingue. Et puis, ce qui est formidable maintenant, au bout d'1 an, c'est que, d'abord, on sait qu'on n'est qu'au début de notre aventure. Et puis, les marques arrivent. On a une dizaine de marques aujourd'hui, et pas des moindres, qui travaillent avec mesdames, avec qui on fait des partenariats. On a fait un super partenariat avec Lancôme et le maquilleur des stars, Fred Marin, qui nous donne des conseils de maquillage. Et ça a tellement bien marché. On a fait plus de 10 millions de vues sur 10 vidéos que Lancôme revient pour une saison 2. On a fait des choses avec Elisabeth Arden, avec René Furterer, avec la BNP. On démarre une collaboration avec Engie. Donc voilà, les grosses marques arrivent et on leur dit merci parce qu'on a eu... Et puis le groupe Vive aussi qui a été un des premiers groupes à nous suivre dès le début, avant même qu'on démarre. C'est vrai, ils ont dit, dès le départ. Ouais, dès le départ. Et ça, c'est précieux. Vous démarrez, vous n'avez aucune communauté, vous lancez vos premières vidéos et ils sont là depuis le début. Et eux, on les remerciera jamais. Ils sont pour toujours dans notre cœur parce que voilà, c'est précieux quand vous avez des gens qui croient à votre projet alors que vous avez plein de doutes, quoi. Canon. Ouais. Est-ce que tu te serais... Imaginez en être là à 53 ans. Pas du tout. Pas du tout. C'est absolument extraordinaire. D'abord, jamais de ma vie, j'aurais pensé monter une boîte. Ça, c'est la première chose. Donc, je suis ultra fière d'avoir dépassé mes peurs. D'avoir sa boîte, de choisir les gens avec qui vous collaborez, d'aménager son emploi du temps, voilà, de pouvoir prendre le temps de venir vous voir ce matin sans avoir à en parler à personne, mais aussi de me prendre un week-end prolongé la semaine dernière pour aller voir mes parents dans le sud. Ça, c'est extraordinaire. Donc, cette liberté de faire exactement ce que vous voulez et d'être 2 à décider, Maïtena et moi. D'abord, on est ultra rapide. Ça ne veut pas dire que les décisions sont faciles et simples à prendre parce tout nous oppose. Donc, ça prend beaucoup de temps de décider des choses. Mais souvent, du coup, je pense qu'on prend des bonnes décisions parce qu'on débat beaucoup entre nous. Aussi et que vous respectez certainement beaucoup. Absolument. Ah, ça, c'est la base. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on a pu s'associer. C'est le respect mutuel de qui on est et de la carrière de l'autre, depuis toujours. Et des valeurs communes partagées. Ça, c'est hyper important. C'est le socle. Le respect, les valeurs partagées. Et puis ensuite, la complicité. Et puis ensuite, la complémentarité. On est aux opposés, Maïtena et moi. C'est-à-dire que moi, je cadre, elle décadre. Elle a une espèce de folie qui est tout l'inverse de tout ce que je suis. Elle est beaucoup dans la spontanéité. Moi, j'ai besoin de temps de réflexion, de temps tout court. Elle va vite, je suis lente. On est aux opposés. Moi, je suis la fille de TF1 et la fille de Canal. Vous voyez bien que entre Canal et TF1, il y a un monde. Et ce qu'on aime à répéter, c'est que mesdames, c'est la fille du milieu, quoi. Donc c'est pour ça que c'est difficile parce qu'on est tout le temps ensemble à prendre des décisions ensemble parce qu'on sait que s'il y en a qu'une qui prend la décision, c'est moins bien
que si c'est nous deux ensemble, en fait. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Donc ouais, je suis hyper fière. Hyper fière. C'est génial. Et ça se sent, tu rayonnes, franchement, c'est vraiment canon. Ouais. Quel conseil tu donnerais à ceux qui ont 45, 50 ans, qui hésitent à se lancer, qui ont peut-être comme eux à un moment le cerveau qui a envie d'y aller et le corps qui recule? Qu'est-ce que tu leur dirais? En fait, je leur dirais, j'ai envie de leur dire, allez-y, sans leur dire que c'est facile, parce que c'est beaucoup de sacrifices. Nous, on a mis de l'argent dans la boîte qu'on n'a pas encore récupéré. Je vous l'ai dit, on gagne moins qu'avant, donc il faut pouvoir tenir ça. Moi, je peux le faire parce que j'ai des économies de côté. Donc, voilà, si je n'avais pas eu d'économie, je ne sais pas si j'aurais pu tenir aussi longtemps. Donc, l'aspect financier, je ne dis pas qu'il est simple. Par contre, travailler pour soi sur un projet qui est utile, et c'est vrai chez Mesdames Productions et c'est vrai chez Mesdames Médias, c'est juste extraordinaire. Et puis, moi, ce que je trouve assez fou, c'est de voir ce qu'on vaut tout seul, en fait. C'est voir ce qu'on a dans le ventre tout seul, parce que moi, j'ai toujours travaillé pour d'autres, en fait, dans des grandes boîtes, où au fond, j'étais un maillon de la décision, mais la décision finale, c'est pas forcément moi qui la prenais. Si ça marchait pas, c'était moi, mais si ça marchait, c'était pas moi. Enfin, des choses qu'on vit quand on est salarié, en fait. Et là, tout d'un coup, quand vous êtes seul à la tête de votre boîte, ça marche, c'est vous, et ça, c'est formidable, c'est que vous. Et si ça marche pas, c'est vous aussi, mais ça, vous avez l'habitude. Hein. Mais quand ça marche et que c'est vous, pour la première fois de ma vie, je crois, et je vous le dis là, parce que je suis en train de le formuler, je crois que pour la première fois, je vois ma valeur, en fait. La valeur de qui je suis, j'aurais jamais dit, j'ai toujours dit que mon talent, c'était le travail. Et je donne des cours, je vois plein de gens. Je leur dis toujours, travaillez, vous y arriverez toujours avec le travail. Mais quand je monte Mesdames avec Maïtena, je pense qu'il y a le travail, mais il y a un peu de talent aussi. Donc voilà, et ça, je le réalise. Aujourd'hui, on vous parle, vous voyez. Donc je crois que même que je rougis en le disant. Non, t'es très bien. Bon, super. Ok. Voilà, donc franchement, une libération. Mais je ne veux pas dire que c'est facile, parce que je vois des femmes qui montent leur boîte et qui n'y arrivent pas. Et qui bien sûr que c'est dur. Et bien sûr que c'est dur. Voilà. Et je pense que dans toute entreprise que vous montez, tout projet que vous montez, et encore plus dans nos métiers, il y a une part de chance et de good time for the market aussi. Et moi, je pense que quand on arrive avec Mesdames Médias, c'est good time for the market. De la même manière que quand on arrive avec nos projets de fiction il y a 5 ans, on arrive au moment où les plateformes se lancent, où du coup les chaînes sont challengées par les plateformes et elles se disent il faut qu'on travaille avec des nouveaux producteurs. Et nous, quand on arrive, elles sont contentes de bosser avec nous parce que on amène de nouveaux projets. Donc peut-être que 10 ans plus tôt, on n'y serait pas arrivé à vendre de la fiction, mais à l'époque où on y est allé, ça marchait. Et là, au moment où on lance Mesdames Médias, d'abord, le digital, ça fonctionne. Il y a une économie du digital aujourd'hui qui n'existait pas encore il y a 5 ans. Et il y a une prise de conscience dans les marques, chez les agences, que cette audience des 45 et plus est un impensé, est un entre-deux âges auquel personne ne s'adresse. Absurde. Ouais. Population active, les plus de 45 ans, c'est 18 millions de personnes aujourd'hui. Ouais. Tu l'as dit, 9 millions de femmes. Ouais. Et à peu près moitié-moitié. Ouais. Quel conseil tu donnerais à la Alexandra qui avait 25 ans? Je lui dirais, n'aie pas peur. Hein. Je lui dirais, tu vas y arriver. N'aie pas peur, tu vas y arriver. Quelle est la compétence qui, toi, t'a le plus servi jusque-là, aujourd'hui, à tes 53 ans la rigueur. Entrepreneur épanoui. La rigueur et la droiture ou la loyauté, quelque chose comme ça, en fait. Qui fait que quand on travaille avec nous, on sait qu'il n'y a pas de... d'abord, il y a des valeurs, il y a de l'engagement, il y a du respect. Voilà, c'est très important. Petite question du tac au tac. Est-ce que tu as une réplique de film que tu aimes particulièrement? Il y en a une que j'aime bien dans La vie, c'est comme une boîte de chocolat. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Attends, c'est quoi le truc Chaque jour, tu en prends un. Oui, voilà. Je sais plus. C'est dans Forrest Gump, Tom Hanks qui dit ça. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Tu sais jamais sur lequel tu vas tomber. Et moi, quand je regarde ma vie pro, c'est exactement ça. Franchement, j'aurais jamais pensé... la gamine de 18 ans que j'étais n'aurait jamais pensé avoir les jobs qu'elle a eu, monter une boîte aujourd'hui avec une star de la télé, lancer un média sur digital à 50 ans. Enfin voilà, donc la vie, elle est vraiment pleine de surprises. Et il faut prendre les bons virages. Et moi, les bons virages, je les ai pris après être virée, quoi. Les 2 fois. Ça, c'est important. Ça, c'est important.
Tu l'as très très bien raconté, mais on comprend que de ces licenciements, tu avais décidé, tu l'as dit, j'ai décidé que ce serait le point de départ d'autre chose de mieux. Et que j'allais monter une marche derrière, forcément. Il fallait que je transcende ce qui est vécu par tout le monde et par la société comme un échec en un palier, en fait, ou une marche. Ou comme un truc qui allait me propulser, en fait. Non, je n'en fais pas qu'un échec. C'est un truc... En fait, parce que je me disais, au moment difficile, je me disais, la vie est parsemée d'épreuves. Et si tu arrives à traverser ces épreuves, tu en sors grandi. Je me disais ça dans la vie quand j'ai perdu une meilleure amie malade. Enfin, j'ai perdu très jeune, une cousine très jeune, etc. Je me suis toujours dit que les épreuves, elles étaient là pour t'augmenter après. Donc, le licenciement, je l'ai vécu comme une épreuve qui allait m'augmenter derrière. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais ? Un livre que tu aimes particulièrement ? J'ai aucune mémoire des livres. Je lis beaucoup. Il y en a un que j'ai lu récemment qui m'a beaucoup parlé, qui s'appelle Après elle. J'ai même plus le nom de l'auteur, qui parle d'un féminicide, mais du point de vue des enfants. Mais c'est magnifique, en fait. C'est hyper documenté et ça raconte 2 jeunes filles dont la mère est morte, tuée par leur père, et comment elles vont se reconstruire. Et c'est sublimissime, et ça s'appelle Après elle. Et je ne sais plus le nom de l'autrice, et j'ai adoré ce livre. C'est un des livres qui m'a marqué récemment. Si tu pouvais inviter qui tu voulais à ta table, t'inviterais qui ? Moi, j'ai l'impression que je les reçois tous les jours dans le studio de Mesdames. C'est ce que j'allais dire, tu peux déjà le faire. Ouais, on a la chance sur le studio de Mesdames de rencontrer des femmes extraordinaires, dont toutes celles qu'on aime, on les invite. Je vous dis pas qu'elles viennent toutes encore, mais je suis sûre qu'elles viendront toutes. Mais elles vont venir. Ouais, donc j'ai pas ce kiff d'inviter des gens à ma table parce que, en fait, j'ai passé ma vie à rencontrer des gens extraordinaires dans le métier que je fais, donc. C'est bon. Ouais, c'est bon. Quelque chose qu'on ne sait pas sur toi. Quelque chose qu'on ne sait pas sur moi. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur moi, plein de choses du privé. C'est une bonne nouvelle, voilà, et oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quelque chose qu'on ne sait pas sur moi. Non, mais... Une passion rigolote ou... Non, j'ai pas de passion rigolote. Non, j'ai pas de... Non, franchement, je suis une fille très... je vais dire très lisse, Non, mais si. Non, si, le truc rigolo qu'on ne sait pas sur moi, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein ? T'as dit cadré tout à l'heure, j'allais dire. Ouais. Non, mais le truc qu'on ne sait pas sur moi et que que je dis peu, mais que je trouve chouette à dire, c'est que j'ai dû de refaire mes dents, en fait. Mes dents ont été mon complexe pendant 30 ans, et je dis ça parce que je sais que pour... Parce que quoi ? Parce que mal rangé ? Parce que mal rangé, et j'ai eu un problème de gencive où un implant ne tenait pas, et puis je suis allée voir un orthodontiste, il m'a dit, si vous ne faites pas tout, j'y arriverai pas. Et j'avais 49 ans. Et je l'ai vu en 28 octobre de mes 50 ans. Et ce jour-là, donc, j'avais 50 ans. Et donc, je me suis dit, waouh. Et du coup, je suis allée voir un orthodontiste et tout qui m'a proposé un Invisalign, vous savez, les traitements pour mettre les dents, machin. Donc, parce que toute ma vie, je me suis dit, est-ce que je tente l'appareil ou pas, machin, etc. C'était un sujet depuis longtemps. Qui faisait que je ne souriais pas sur les photos, qui faisait que j'étais gênée. Mes dents, elles n'étaient pas atroces, hein, mais c'était moi par rapport à moi-même, absolument, comme beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs. Et voilà. Et j'ai fait ce traitement Invisalign pendant 2 ans. Et donc à 50 ans, j'ai fini Invisalign. Et aujourd'hui, je souris sur les photos et je peux vous dire que... Maintenant, elles sont nickel de chez nickel, là. Elles sont nickel de chez nickel, voilà. Elles sont blanches, elles sont alignées, elles sont... Voilà. Et je peux vous dire que ça m'a redonné... je parle pas que... Au départ, c'est une raison de santé, donc qui m'a obligée. Oui, ok. C'était pas une raison de beauté à retrouver, etc. Donc c'est une raison de santé qui m'a obligée à faire ce move. Et aujourd'hui, ce sourire retrouvé que je m'autorise à faire à n'importe quel moment, sans plus aucune gêne, ça me donne une énergie dans la vie absolument dingue. Et donc, pour toutes les femmes qui ont mon âge, où à l'époque, c'était pas la mode de porter des appareils et on n'avait même juste pas envie, aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus, et qui se posent la question, voilà, il y a plein de choses possibles, et je peux vous dire que ça m'a redonné une confiance en moi. Absolument. Pas souriante, c'est rigolo. Ah bah, on a l'impression que ça te colle à la peau. Ah ouais, mais je ne souriais pas du tout comme ça. Les gens hallucinent. Avant, je souriais la bouche fermée. Enfin, voilà, mais aujourd'hui, j'ai pas peur, quoi. Ouais, t'as pas peur de montrer tes dents. Et j'adore ça. Ah ouais. Et ça change tout à la vie, ça change tout à la manière de voir la vie. Et puis, il se trouve qu'en plus, je suis associée à une femme, Maïté Namirabin, pour qui la joie est juste un art de vivre au quotidien, si vous voulez. Donc, maintenant, je peux sourire avec elle sans avoir peur de mes dents de travers. Donc, voilà un truc que j'ai jamais dit. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose, ou quelque chose que tu as envie de dire avant qu'on conclue ? Je crois que le truc que j'avais envie de dire... c'est possible, mais c'est pas facile. Parce que je veux pas faire croire que c'est facile.
Ok. Merci beaucoup, Alexandra, pour ton temps, pour ce partage et pour ton beau sourire. Merci. Merci beaucoup. Plus. À plus. Si vous avez aimé l'interview d'Alexandra au moins autant que moi, abonnez-vous et n'oubliez pas l'essentiel, l'expérience, c'est tendance. À très vite.